Je suis fasciné par les créateurs. Ceux qui, rongés par la passion, se forgent des destinées hors du commun. Je vous présente des portraits inspirants, des parcours atypiques et des caractères singuliers. Je suis Fusil et vous écoutez mon podcast. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Yannick Boesso qui est donc le créateur d'Urban Art Fair. D'abord Yannick, bienvenue dans le podcast. Salut Fusil, merci beaucoup pour l'invitation. Alors ce qu'on fait ici c'est toujours, j'essaye que tu te présentes brièvement, que tu nous dises un peu qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas. Eh ben écoute, j'ai 40 ans déjà. J'ai monté, je vais faire ça un peu à l'envers finalement, j'ai monté Urban Art Fair en 2016. Donc ça va être la 8e édition là. Moi je suis le fondateur et aujourd'hui le directeur artistique d'Urban Art Fair, puisque ma collaboratrice Morgane Perrois en est la directrice. Elle fait ça merveilleusement bien. Et mon parcours, en fait, c'est avant de créer ce salon, c'était principalement 6 ans passés chez Universal Music. Alors, je te coupe, parce qu'on va y revenir à ce truc-là, on va y aller progressivement. Je voulais juste que tu dises un peu qui tu étais, ce que tu as fait. Urban Art Fair, tu m'as dit, ça fait depuis 2016 que ça a été créé, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Première édition, c'était en 2016, au Carreau du Temple. Ok. Et là, la prochaine, c'est en avril ? C'est en avril, c'est du 25 au 28 avril, au Carreau toujours. D'accord. En fait, on a cette édition qui est tous les ans à peu près à la même date, au printemps. C'est le début de l'été toujours. Ça fait plaisir en général à tout le monde. Et puis après, voilà, on a quelques éditions, on a quelques autres événements pendant l'année, un petit peu différents, mais on en reparlera. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse, comme je te le disais en off, c'est un peu les parcours des gens. Bien entendu, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, on va parler longuement parce que je suis extrêmement intéressé dans tout ce qui est toutes les facettes du graffiti. Et peut-être on pourra définir d'ailleurs graffiti, street art, urban art ou peu importe le lexique qu'on va utiliser. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les parcours de vie et qu'est-ce qui t'a amené à monter ce projet qui est devenu quand même un truc assez big à Paris et dans le monde. Tu viens d'où ? Je viens de Nice, je suis niçois. Je suis monté à Paris à 22-23 ans. Je suis monté, en fait, tout est en enchaînement de choses, les unes après les autres. Il n'y a jamais de big plan en général. Si parfois il y a toujours un peu une petite voie qu'on suit, le destin, mais ça c'est toujours un pas après l'autre. Donc moi je suis monté à Paris. J'avais fait des études un peu de commerce, mais pas des grandes études. J'étais pas forcément brillant étudiant, plutôt autodidacte. Clairement, c'est peut-être une des choses qui me rapproche le plus du graffiti art, on va dire. Ces gens qui ont creusé en sillon et qu'on a suivi. Moi j'arrive bien après tout ça. Je suis pas né dans le graffiti du tout. Plutôt une découverte, on va dire. Donc j'arrive à Paris à 23 ans, 22-23 ans, et là dans ma tête je veux faire un peu de musique, et comprendre aussi le marché de la musique, etc. Donc c'est ce que je fais une école de musique. Alors je suis pas un grand musicien malheureusement, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et puis de là je fais un petit parcours de stage, etc. Petite maison d'édition, petit label, et puis après chez Universal Music où je passe 6 ans. Ok. Tu me dis, ces études que tu montes faire à Paris, c'est quoi ? C'est études de commerce, c'est quoi ? C'est une école de commerce que tu fais ? C'est music business en fait. C'est des trucs qui existent, que les gens connaissent pas trop, mais c'est vrai que quand t'as un truc en tête, que tu veux travailler dans un secteur, parfois il y a des études qui correspondent tout simplement. Et là c'est music business, donc c'est des trucs où en fait tu découvres tout le métier à travers des intervenants qui sont des professionnels, qui travaillent dans des labels, des choses comme ça, qui viennent te faire les cours. Et puis en parallèle, toi tu suis, moi mon prof, on va dire, qui a monté cette école, lui il avait aussi un label, donc on suivait un peu les productions, on travaillait dessus. C'était vachement interactif et très chouette. T'étais donc un passionné de musique durant toutes ces années-là, ou t'es allé là-dedans par hasard ? Comment ça s'est fait
cette direction? Je vais dire les choses très simplement. Je pense que en fait, quand j'étais plus jeune, je faisais du golf. Alors, je sais pas si ça va avec le graffiti, mais je faisais du golf. Il y en a. D'ailleurs, je passe le bonjour à Golf, d'ailleurs, 132, qui nous écoutera. Donc, tu fais du golf. Je faisais du golf. J'ai arrêté assez vite parce que je voulais pas faire ça et puis j'étais pas le meilleur au monde non plus et puis je m'étais blessé, j'avais un an d'arrêt, etc. En fait, j'ai rejoint mes potes que je voyais plus parce que je faisais que ça du matin au soir, muscu, course, entraînement, etc. Donc, t'étais quoi? T'étais professionnel ou t'es arrivé c'était ton but? Je voulais l'être, j'avais le niveau, on va dire. Après, être professionnel et être un bon professionnel, c'est des choses très différentes. Et en fait, j'ai retrouvé mes potes à un moment donné et je les ai rejoints dans le sud. Et puis en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on finissait tous les soirs à la plage à jouer de la musique, etc. Et puis je commençais à en faire pas mal et c'est quelque chose qui m'a pas mal libéré. Tu sais, même quand tu chantes, quand tu portes ta voix et tu t'exprimes un peu et d'un coup, je me suis un petit peu découvert cette passion parce que j'étais un peu timide, je pense. C'était une bonne façon de dire quelque chose via l'art, même si c'était pas le mien forcément, qu'on faisait des reprises, des trucs comme ça. Et donc, puis après la musique, est-ce que j'étais un passionné? Bien sûr, mais qui ne l'est pas, j'ai envie de dire, c'est évidemment la musique, ça porte un peu nos vies, quoi. Je ne suis pas. Moi, je ne suis pas. Je suis pas un passionné de musique, donc je m'oppose, je lève ma main. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Chacun est sensible quand même plus ou moins à la musique. Ouais, moi c'était la musique, je me rendais compte à des moments que quand j'étais en train de réfléchir en voiture, que les petits arrangements que j'écoutais des chansons, ça faisait continuer un petit peu ma réflexion différemment. Tu sais, ton cerveau part en fait avec la musique à un endroit à un autre, et donc tu arrives autre part. Enfin, c'était des petites observations comme ça qui me faisaient du bien. Je trouvais que voilà, c'était quelque chose de très important pour moi en tout cas. Et voilà, donc ouais, passionné de musique et ouais, de quelques artistes en particulier. Moi, j'étais alors, quand j'étais jeune, j'écoutais du rap à fond. Après, c'était plus du rock. Et moi, j'ai un groupe de musique, voilà, les gens qui me connaissent, je les ai bien saoulés avec. C'est Radiohead. Et ça a un impact assez fort dans ce que je fais aujourd'hui, que je peux expliquer là ou un peu plus tard, comme tu veux. Mais en fait, les pochettes, moi, c'est les pochettes de disques en fait qui m'ont emmené vers l'art. Et notamment un artiste là, qui faisait Stanley Donwood, il s'appelle, qui fait toujours d'ailleurs les pochettes et tout l'univers visuel de ce groupe-là, Radiohead. Et cet artiste, en fait, tout bêtement, il était exposé dans une galerie qui est à Londres, qui s'appelle Lazaridis, Steve Lazaridis, que tu connais sûrement. C'était le marchand notamment de Banksy pendant 8 ans. Exactement, et il y a eu aussi un peu des histoires en disant que peut-être justement ce mec de Radiohead était Banksy. C'est Non? plutôt celui de Massive Attack. Oh, de Massive Attack, c'est vrai. En plus, j'adore Massive Attack. Et oui, c'était celui de Massive Attack. 3D, si je ne dis pas de bêtises, il s'appelle. Et bon, et Lazaridis, c'était aussi la galerie d'Invader, de Mod 2, Mod 2, grosse claque évidemment. Et en fait, par cet artiste-là, j'ai découvert les autres artistes et ce milieu de ce milieu un peu street art plutôt, parce que quand bien même il y avait des graffeurs comme Mod 2, etc., il y avait plutôt du street art, on va dire, Zeus, etc. Et voilà, moi c'était mon lien, il s'est fait avec la musique et il s'est fait avec cet univers un peu 360, comme diraient les aborigènes et comme on le voit un peu dans le hip-hop, c'est peindre, danser, chanter en rêve, une idée, une pensée, quoi, une création. Et c'est vrai que pour moi, la création, c'est un peu, s'il n'y avait pas vraiment de limite de médium, quoi, pour s'exprimer. Enfin, c'est en tout cas ma vision idéale. Et la musique, c'était ça. Ça m'a ouvert vers le même univers pour ce groupe-là, qui était aussi cet univers visuel. Et donc, je me suis pris une petite lithographie à l'époque. C'était ma vie, ma passion. J'adorais la regarder. Et après, j'ai continué à suivre ces artistes, et avec qui on a fait une affiche une couverture une affiche d'Urban Art Fair. Mais c'était l'année Covid, donc c'est pas vraiment paru.
mais Ok. l'œuvre s'appelait Paris Apocalypse et elle est sortie en mars et juste au moment où un mois avant le breakdown Covid quoi. Donc c'était assez. Donc ça a fait une boucle pour toi d'avoir, j'imagine, cette personne qui t'a, entre guillemets, ouvert une porte sur certains types de créations et toi-même, derrière, lui renvoyer un petit peu la balle en lui demandant justement de participer à ça. J'imagine que c'était un gros moment pour toi. Ouais, c'est un grand moment pour moi, plus que pour lui, hein, évidemment, même il a su Mhm. ce qu'il fait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, lui, c'est un artiste euh, qui, qui fait ses propres éditions, ses propres gravures, etc., qui a ses petites machines. Et là, on voulait faire une œuvre un peu plus grande. Et donc, je l'ai emmené à Paris, à Idem à Montparnasse, qui est le plus vieil atelier d'impression de Paris, de lithographie, etc. C'est les mêmes presses qui ont servi pour quasiment tout l'art moderne. Ça s'appelle Voirin et Marignoni. C'est des presses, en Mhm. fait, qui ont imprimé Chagall, Miro, Fernand Léger, voilà, tout ce beau monde. Et en fait, quand il a découvert cet endroit, bon, c'est un endroit où j'y ai râlé, David Lynch, qui était résident un mois par an quasiment, etc. Maintenant, il y retourne tout le temps, sans moi. Ok. Voilà. Donc tu es introduit dans ce magnifique lieu et voilà, tu as un peu redonné ce qu'il avait pu te donner d'une certaine manière, même si c'était inconscient pour lui, quoi. Exactement, enfin un petit peu en tout cas, et content que tout ça suive un chemin en tout cas, et de pouvoir interagir avec moi, ce qui m'a touché en premier lieu. Ça, c'est un bonheur absolu. Ouais, c'est cool. Ben, en parlant de chemin, on va reprendre notre chemin. Du golf que là, t'abandonnes en fait ce parcours de golfeur une fois que tu commences à te mettre dans la musique, dans un truc plus créatif. Est-ce que t'abandonnes totalement? Oui, alors pour plusieurs raisons, déjà, je pouvais plus tenir un club puisque c'est des problèmes c'est des problèmes au poignet, etc. Donc oui, je rejoue aujourd'hui comme ça pour le plaisir. Et puis même si la nature c'est un truc génial, le matin avec la rosée, etc. C'est magnifique. Après l'univers en soi et puis la population et tout, c'était pas forcément mon truc à 100% non plus. Mhm. Donc oui, j'abandonne, on va dire, c'était derrière. D'accord. Et tu viens de quel type de famille? Que faisaient tes parents? Alors ma mère était psychologue D'accord. elle a arrêté, voilà, elle a travaillé tranquillou, on va dire, puisque pas pour s'occuper un peu de ses enfants aussi. J'ai une sœur, Marine, D'accord. que j'embrasse. Et mon père, lui, travaillait, c'est dans les surgelés. Écoute, il dirigeait un dépôt surgelé sur la Côte d'Azur. Voilà, c'est une entreprise un peu familiale que ma tante dirigeait. Ouais, Ok. rien de fou, pas de truc artistique du tout. Ouais, voilà, c'est aussi important des fois de savoir, tu vois, d'où viennent justement, qu'est-ce qu'il y avait à la maison et tout, et qu'est-ce qui t'amène vers ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu pars dans cette idée de la musique et tout, tu t'ouvres sur ce truc-là. Par contre, l'école où tu vas aller, j'ai l'impression que c'est quand même plus axé business, non? Ouais, alors la première, j'ai fait aussi musique en pratique, on va dire. Mhm. Mais ça, voilà, j'ai arrêté assez rapidement parce que je voulais pas être musicien. Il y a des gens trop D'accord. talentueux pour ça et je laisse la place à ceux qui savent vraiment bien faire les choses. Et non, du coup, c'était plutôt comme je fais un peu aujourd'hui, me dire que j'avais envie de travailler avec le talent des autres plutôt. Et donc, Mhm. plutôt dans le côté organisation, compréhension de l'écosystème, et trouver une place quelque part. Tu sais pas trop ce que tu veux faire. Je voulais être directeur artistique, mais tu sais pas ce que ça veut dire au début. La réalité, c'est que ça veut dire connaître tous les studios, connaître les faiseurs, on va dire, de musique. Et voilà. Donc Et d'ailleurs, quelle est la définition pour toi justement d'un directeur artistique? À part le fait de ce que tu viens d'évoquer, de connaître comment ça fonctionne et tout, quelle est l'essence de ce travail? c'est une très bonne question, tiens. Pour moi, quand même, ça va avec des compétences techniques, qu'on le veuille ou non, parce que chaque domaine a peut-être un type de directeur artistique différent, hein. Mhm. Mais la connaissance, un petit peu directeur artistique, c'est une responsabilité quand même. Ça veut dire que tu es prescripteur, tu donnes ta vision, et ça veut dire aussi que, a priori, si tu te donnes ce rôle ou cet intitulé ou qu'on te le donne, ça veut dire on te cautionne un petit peu. Ça veut dire qu'on respecte aussi, on t'écoute, on écoute ta Mhm. pensée.
Voilà. Après, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit, bah, nous, on fait notre propre événement, donc on se donne les titres qu'on veut, hein, quelque part. Et Ouais. après, c'est est-ce que les gens trouvent qu'on a fait du bon travail et qu'on a un regard qui sert à quelque chose pour la communauté, quoi. Donc, ça dépend. Parfois, c'est un titre dans le travail. Parfois, c'est un titre un peu social qu'on se donne aussi. C'est dire, je suis ça. Et, ça veut, juste pour dire, j'ai confiance en mon regard et j'ai envie de le partager, je pense. Mais ce regard, il se construit autour, bien sûr, d'une expérience et de tes goûts aussi, de tes contacts aussi, et de la manière dont tu vas le partager aux autres. Mais tu vois ce que je veux dire? Effectivement, ça peut être un titre comme ça qui est que tu te donnes, mais il faut réussir à le valider auprès des autres. Et j'imagine que ça se construit sur la longueur. Euh, Par rapport à ça, tu disais au tout début de notre conversation que justement tu avais abandonné ton titre de directeur ou ton poste de directeur pour être justement directeur artistique de cet événement que tu as créé. C'est vrai? C'est ça que tu me disais, non? C'est un petit peu ça. Alors, dès le début, on n'avait pas d'autres directeurs artistiques que moi, hein. Au début, en D'accord. fait, les directeurs artistiques, c'est les artistes, hein, quelque part. Ils font la direction artistique. Les galeries font leur choix aussi pour travailler avec ces artistes. Et nous, on fait notre choix aussi de travailler avec ces artistes et ces galeries. Mais faut toujours remettre les choses à leur place. C'est les artistes qui vont diriger tout ça, quoi. Clairement. Ok. Euh, on reviendra sur ça plus précisément. Mais donc, tu arrives donc à Paname avec, t'es dans cette école et là, très vite, tu vas être, c'est un truc quand même qui est assez dingue. Tu vas être l'assistant de Pascal Nègre, c'est ça? Ouais, alors assistant, ouais, assistant mais minime, c'est-à-dire que je faisais un peu de tout, quoi. D'accord. Parfois j'étais chauffeur, parfois j'étais au bureau toute la journée évidemment, et après le soir ça repartait en vadrouille. Assistant personnel aussi. Donc c'était un peu D'accord. mix comme poste. C'était un poste où j'étais pas censé rester très longtemps, puisque quand ça se passe, voilà, soit ça se passe mal et voilà, tu sautes, et ça arrive Mhm. souvent, et soit tu peux évoluer dans la boîte en allant dans des labels par exemple et en essayant de trouver ta place, quoi. Et pour ça, il faut faut rencontrer des gens, passer du temps, déjeuner, comprendre le métier des autres. Et puis trouver sa place. Et moi, j'ai failli la trouver rapidement, mais la personne avec qui je voulais travailler s'est fait virer le lendemain de notre accord. Et du coup, bah, je suis resté longtemps à ce poste-là avant de partir. Et ça se passait à quel moment? C'était à la fin de tes études Ouais, ou c'était... Ouais, c'était à la fin de tes études. Ok, donc là, tu sors de ce truc-là, tu as un diplôme, j'imagine, ou je sais pas d'ailleurs. ouais. Même si je suis pas, enfin, il y a des gros diplômes qui existent pour des écoles pointues. Pour moi, c'est plus les compétences qui comptent que le diplôme, on va dire, d'avoir appris des choses et de trouver un Mhm. stage, quoi, en fait, hein, tout simplement. Après, Ok. diplôme. Et de là, donc, tu rentres donc à Universal Music en tant qu'assistant personnel slash, je sais pas Ouais, ce que tu viens d'expliquer, quoi, on va tout faire, j'apprends quoi, en gros. c'est ça. Mais j'ai commencé en fait, avant ça, j'étais en stage chez Barclay, qui est un label Ok. incroyablement génial, où j'avais M dans mon bureau, il y avait bah, Rihanna, Booba. La première chose qu'on m'a demandé, pour tout dire, moi qui suis pas parisien, qui connaissais pas tous les codes non plus, même la périphérie de Paris, etc., les banlieues Mhm. et tout ça. Première chose qu'on m'a demandé, c'était sur l'album 2.0 de Booba. C'était donc lui, il livrait pas ses paroles à iTunes, par exemple, et il fallait que j'écoute tout l'album et que je retranscrive. Sauf qu'il y a des trucs qu'on connaît pas. Et du coup, j'ai un pote, C'est pas mal ça, ok. j'ai un pote qui m'a aidé. Et ce qui est cool, c'est que je me suis rendu compte, bah, j'écoute pas trop Booba, pour être honnête, mais en tout cas sur cet album, j'ai super kiffé comme il a écrit. Je trouvais que c'était vraiment super bien fait, quoi. Et Bah, t'aurais pu tomber plus mal parce que ouais, c'est probablement un de ses, le plus bel album en termes de bon après voilà, mais en termes d'écriture, en termes de style, tout ça. Donc tu t'es pris une claque un peu en rentrant à l'intérieur de par la force des choses de ses lyrics et ouais,
Voilà, ouais, super intéressant. Et t'as pu rencontrer des artistes justement quand tu étais là-bas? Pas mal, mais c'est un peu le truc qui m'a fait changer de métier aussi, c'est que moi j'étais que il y a des choses qui passaient par moi, mais j'étais pas un acteur vraiment. Hmm, Voilà, ça passait par moi l'information un petit peu et autres, mais j'avais pas un rôle vraiment très précis, bien sûr. donc c'était un peu frustrant. Et c'est pas ce que je voulais dans la vie. Je voulais donner quelque chose quoi de moi. Donc il a fallu du Mhm. temps un peu pour trouver ça. Ok. Et donc, tu passes donc de Berklee à Universal Music. Et là, donc, tu vas rester pendant combien de temps comme assistant avec Pascal Nègre? Pendant 5 ans à peu près. D'accord. Donc, super longtemps quand même, quoi, pour... Ouais, super longtemps avec des horaires quand même bien chargés et des journées qui finissaient jamais quoi. Donc qui finissaient très tard. Et ça, tu as considéré ça comme... j'imagine que ça a dû t'apporter quand même énormément, même si il y a des frustrations du fait que peut-être, voilà, tu as 5 ans. Je sais pas si tu as évolué en tant que... ton rôle auprès de lui, s'il a évolué, tu vois, mais comment ça s'est passé justement? Bah, il a pas trop évolué au final. C'est D'accord. peut-être ma faute aussi parce que parfois on n'est pas prêt à certaines fonctions aussi, etc. C'était peut-être mon cas. Mais aussi parfois on n'est pas à la bonne place non plus pour évoluer. Et donc bah, j'étais un peu en observation, en attente aussi. Mais l'attente, il se passe pas grand-chose en général. Quand t'attends trop et que t'es pas acteur Hmm. de ton changement, voilà. Et donc moi j'ai pas réussi à trouver les bonnes clés pour évoluer non plus. Mais par contre, j'ai appris, j'ai observé, j'ai vu plein de choses, plein d'artistes super chouettes. Il y avait beaucoup d'artistes qui passaient. Donc, on était dans un bureau, c'était au Panthéon, dernier étage, avec bon, la vue, tout ça. Mais il y avait les artistes qui venaient faire les écoutes de futurs albums, etc., au bureau, avec un petit verre, un peu de saucisson. C'était vraiment des moments, ouais, c'était parti, c'était très intime j'étais très privilégié d'avoir accès à ça aussi. Et j'ai voilà, notamment vécu des petits moments, ouais, des petits moments de signature d'artistes, comment convaincre des artistes, les bons arguments. Donc c'est voilà, c'est tout un truc qui m'a appris parfois la négociation, parfois convaincre. Mon boss en fait, Pascal Nègre, c'était le boss des artistes un petit peu, et c'était le papa un peu des artistes, enfin plutôt la maman, il disait. Mais ouais, tout le monde le craignait un petit peu et l'écoutait aussi parce il avait quand même une vision, qu'on le veuille ou non, du marché. Et c'était un acteur majeur du marché, puisqu'Universal Music en France, c'était plus de 50% des ventes de disques quand même. Et lui, c'était le président des producteurs, enfin des syndicats de producteurs phonographiques. Il avait une voix qui portait à plusieurs égards. On avait aussi vécu en live la fameuse loi Adopi à l'époque, qui changeait un peu les règles sur Internet. C'est tout un changement du marché aussi, donc c'est intéressant de regarder entre la vie des internautes, par exemple, de se dire on veut que la culture soit libre pour tout le monde et tout. Puis d'un côté, il faut payer quand même les gens dans les studios. Enfin, c'est Important. tout un raisonnement intéressant. Non, c'est extrêmement intéressant, j'imagine. Et puis tu étais jeune quand même, parce que c'est quoi? Tu avais fini tes études, quoi? Tu as passé quoi, de 25 ans à 30 ans là-bas? Passé, ouais, à peu près ça. Je pense que j'ai un petit peu un trou sur mes âges à ces époques-là, mais en 2024, c'est en 2008, quoi, j'ai dû arriver là-bas. Ouais, en 2008. Je venais de perdre mon papa. Donc Ok. c'est vrai que j'ai switché à quelques jours près de ce moment-là, au début de mon travail, en fait, de mon arrivée chez Universal. Donc je me suis mis à fond aussi là-dedans, à ce moment-là. Voilà, une nouvelle vie. Mais, Plein de... ouais, nouvelle vie. Mais aujourd'hui, avec le recul de ce que tu as pu faire et tout, est-ce que pour toi, ça t'a apporté beaucoup ce truc? Parce que moi, avec un regard extérieur, je me dis, waouh, le mec kiffe la musique, il veut être dans ce business-là, il se retrouve 5 ans aux côtés d'un mec qui contrôle 50% du biz de la musique et tout. J'imagine que c'est une pépite. Est-ce que tu l'as vécu de cette manière-là ou est-ce que ça a été quand même plus de frustration que d'apprentissage? Bah, la deuxième option plutôt quand même, parce que Mhm. j'ai appris plein de choses, mais sur 5 ans, pas assez du tout. Je pense que c'était plus des frustrations au final que vraiment quelque chose qui m'a marqué. Ça m'a appris par contre à pas avoir peur des horaires de travail, de bosser et voilà, d'être un peu dans des rouleaux compresseurs parfois. Donc ça, j'ai pas de souci Mhm. aujourd'hui avec ça. Je pense que ça m'a un peu formé. Et, mais c'est tout, je dirais, pour être très honnête.
Je suis pas sûr que ça m'est. Enfin, en tout cas, c'était mon parcours de vie, il est comme ça et je le changerai pour rien au monde parce que je suis très heureux de ce que je fais aujourd'hui. Ouais, c'est pas les meilleures années de ma vie. Ok. Et ce qui est vraiment intéressant, tu vois, parce que tu dis que justement ça t'a appris ce côté, voilà, il faut des gros horaires et tout, ce qui reste quand même le nerf de la guerre, quoi. Faut bosser plus que les autres pour y arriver, ou mieux que les autres, mais plus c'est bien aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas forcément quelque chose qui est inné et qu'il faut aussi apprendre. Donc voilà, tu peux l'apprendre dans différents types de métiers. Mais tu disais aussi que tu avais été plus quand même observateur que acteur, des fois, tu me disais ça un petit peu avant, là, que tu étais quand même plus dans l'observation à travers ce job-là. Et c'est pour ça que je suis un petit peu surpris que tu me dises, j'ai pas tant appris que ça, et non, t'étais pas dans l'observation, tu m'as dit j'étais dans l'attente, voilà, j'étais dans l'attente. Est-ce que ça, c'était justement quelque chose qui était important et que tu as compris, qu'il fallait que tu arrêtes d'être dans l'attente et que tu sois dans l'action plus? Tout à fait, tout à fait. Alors après, je suis parti d'Universal parce que ça me travaillait depuis longtemps. Mhm. Mais il y a aussi eu un acte manqué, on va dire, sans trop le citer, qui a fait que ça a un peu créé une problématique de rester. Mais par contre, bah, pour dire les choses, le mois qui a suivi mon départ, je suis allé jouer 3 fois dans des pubs, alors que je suis pas, encore une fois, un bon musicien, mais j'avais envie de le faire. Donc j'ai fait ça. Mhm. J'ai trouvé moi, j'avais ma passion pour l'art et tout, contemporain, on va dire, sans trop le connaître. Et du coup, bah, tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? J'ai pris une feuille et j'ai écrit ce que je voulais faire dans la vie. Et c'était voyager, c'était pas avoir de limite à tel et tel égard, etc. Et travailler avec des gens qui ont du talent et tout. Puis tout de suite, je me suis dit, bon, bah, puis j'ai rencontré un mec qui faisait des meubles. C'était un artisan un peu qui travaillait le chêne et l'acier, et qui avait travaillé avec des artistes qui avaient un lieu. Je lui dis, bah, ça te dit pas, on fait des expos, on fait 25% chacun, on donne 50 aux artistes. Et lui, il me crée des trucs, des mobiliers aussi pour exposer un peu en échafaudage, des trucs un peu fun. Et ouais, c'est parti comme ça. J'ai repris le contrôle de ma vie d'un coup, pas à pas, en galérant, bien sûr, Et, mais et ça s'est fait parce que j'ai pas compris le lien avec le pub, le fait que ouais. t'es allé jouer et là tu t'es dit ok, c'est ça que je kiffe, il faudrait que voilà, je mets sur le papier mes objectifs, je me plais pas dans ce que je suis en train de faire actuellement, et ça a été ça, ce déclic un petit peu. Bah, en fait, ouais, pardon, je suis allé un petit peu vite, mais le déclic, c'était plus se dire, je reprends ma vie en main, j'avance maintenant, je perds pas de temps à attendre des trucs. Et la première chose, peut-être c'était pour clôturer ce truc de la musique dans laquelle je bossais, Mhm. j'en faisais pas, et j'étais pas acteur non plus auprès des artistes. Et du coup, aller jouer dans des pubs, ça, quelque part, du coup, ça te fait un exutoire où tu te dis, bah voilà, là, je fais de la musique. Je serais pas musicien, je suis pas assez doué et tout ça, mais je libère un truc et j'y vais, quoi. Et je me fais plaisir et puis après, je peux passer à autre chose. Donc, Et c'était quoi? C'était pour arriver, pour te dire, ok, je libère un peu mon esprit de ces carcans, un peu, j'y vais, j'ai moins peur et je passe à une autre étape, même si c'était peut-être pas ultra conscient. ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu ça. Je me fais plaisir aussi, sans avoir peur, quoi. Mhm. Voilà, Ok. pas se brider. Et donc, tu nous expliques, tu fais cette rencontre avec cette personne qui fait les meubles et tout, tu dis, ok, on va monter une sorte de lieu d'exposition, tu lâches ton boulot une fois que tu fais ça, ou tu le fais en parallèle? Je l'avais déjà lâché et Ouais, ok, 3 jours après, j'étais un peu là-dessus déjà. Donc, d'accord. voilà. Mais donc ça allait vite, hein. Après, enfin, j'ai eu un chômage euh, et donc ça m'a permis de faire aussi ça. D'accord. Et donc, ça part sur un projet concret. T'as un lieu? Comment ça se passe? Ouais, j'avais un lieu. Alors mais ça c'est fou aussi. Si je dois parler aussi d'un artiste, bah, c'est la suite logique de ce qu'on raconte là. En fait, le lieu il est rue Chaptal, donc dans le Ok. 9e arrondissement. Ça s'appelle Artcraft Galerie, mais un endroit assez fou, hein, je conseille, hein. Bref, c'est un endroit assez chouette, qui est pas vraiment ouvert au public, hein. C'est un artisan qui fait un peu comme il a envie ses journées, mais qui fait des choses très très jolies. Et en fait, dans les artistes que je contacte dès le départ, il y a un artiste qui s'appelle Noart, French Flowerman, comme on peut dire.
Un mec du sud, justement, de Saint-Tropez et tout, là. Non, 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 lui, Non, c'est pas lui. c'était plutôt Clichy à l'époque. Et Ah, d'accord, ok. dans Clichy. Et en fait, c'était marrant parce que bon, lui, j'avais un coup de cœur un peu. Je l'avais vu sur Internet et tout. Je le contacte, je passe le voir dans son appartelier à Clichy, donc peint de la tête, enfin peint du sol au plafond. Et lui, il peignait beaucoup de monstres un peu cubicaux, comme il disait, comme il dit, qui étaient un peu décrits. Et ces monstres, ils sont composés de, de, bah, de, de tags en fait, ou de lettres où il y a écrit No Art. Et après, il compose, il met des regards, des trucs, et puis ça crée un monstre. Et ça crée des personnages qui n'existent pas en fait, mais qui d'un coup deviennent évidents. Et en fait, lui, c'était mon encre artistique, quoi, et toujours, parce que il m'a mis, parce qu'il me racontait sa vie déjà. Pendant 2 heures qu'on se voyait, on parlait 1h50 de sa vie et 10 minutes de ce qu'on pouvait faire ensemble. Mais ça, j'aimais bien. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux être vivre des moments comme ça. Et lui, en fait, c'était un fou de Van Gogh. En fait, d'ailleurs, il ressemble à Van Gogh et c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Je peux en parler des heures de lui parce que c'est vraiment un choc dans ma vie. C'est lui qui fait ce qui m'a conduit un peu où je suis aussi. Et je le remercie. Et en fait, Arnaud, donc No Art, Arnaud Rabier, lui, en fait, il avait un lien très très fort avec Van Gogh. Il est passé peindre partout. Van Gogh a peint, il a fait plein de projets, etc. Et quand je lui propose l'expo, ce qui est marrant, moi j'habitais rue Le Pic à Montmartre. Et en fait, le seul endroit où il y avait, enfin bref, en bas de chez moi, il y avait une fleur, parce que lui peignait des fleurs aussi dans la rue. C'était son symbole du lien social, du lien entre les gens. Cette fleur ninja d'ailleurs. Et en fait, et donc ma galerie, elle était rue Chaptal, là où Théo et Vincent Van Gogh avaient une galerie. C'était la galerie de leur oncle, la galerie Goupil. Et Vincent Van Gogh habitait rue Le Pic. Donc moi, il commence à me parler de Van Gogh et tout. Je lui propose un projet. En fait, j'habite là où Van Gogh y habitait et la galerie, elle est là où... Ouais, c'est fou, quoi. Ok, donc c'était un signe. L'histoire continue, en fait. C'est ça qui est sympa. Après, les sites, on choisit de les voir ou pas. Exactement. Mais l'histoire continue. Et il m'a mis un livre entre les mains. Qui m'a aussi aidé à comprendre le graffiti, à l'aimer. C'était L'homme de l'art de Pierre Assouline. C'est l'histoire de Daniel-Henri Kahnweiler, qui est le grand marchand des cubistes et qui comprend leur travail avant tout le monde et qui a fait des choses incroyables pour les défendre corps et âme pendant les guerres, parce qu'il était juif allemand en plus, donc ça n'a pas été facile. Il s'est fait reprendre toute sa collection par l'État, etc. Et en fait, c'est un livre qui m'a marqué à vie et qui est mon livre préféré. Et c'est lui qui me l'a mis entre les mains avec un petit mot. Et en fait, et voilà, le cubisme, pour moi, j'ai compris pourquoi c'était un changement radical aussi dans la façon de voir, de peindre un sujet, etc. Et puis j'arrive, je vois le graffiti, je vois le wild style, etc. Et je me rends compte que c'est une nouvelle façon de faire des autoportraits. Enfin, c'est comme ça que je me le disais, en tout cas, c'est mettre ce qu'on a dans la première chose qu'on peut faire quand on se considère pas comme un artiste encore au tout début. Je prends pas dans le Bronx au tout début du graffiti ou autre. J'écris d'abord mon nom parce que j'ai besoin d'être vu. Enfin, j'ai envie d'être vu, j'ai envie de délivrer aussi mon univers sur des trains pour que ce soit via Manhattan ou peu importe. Et en fait, je vais mettre tout mon univers dans mon nom. Et ça, moi, ça a été un choc. Je me suis dit, c'est une nouvelle façon de faire un autoportrait. Je l'ai complètement relié au cubisme et à tous ces grands mouvements. Parce que, voilà, pour faire une petite digression, l'art urbain, le graffiti, le street art, etc. Tout ça, nous, Urban Art Fair, c'est une vision de l'art dans la rue. Mais le graffiti, c'est un style. Enfin, c'est plusieurs styles, mais c'est pour moi un peu différent de l'art urbain. C'est une nouvelle façon de faire de l'autoportrait. C'est comme ça que je me suis expliqué, en tout cas, ce que je découvrais. Et voilà. J'interromps cet entretien pour un court instant afin de vous rappeler la nécessité de nous suivre, de nous liker ou de commenter sur notre compte Instagram fusil-podcast et ainsi que sur la plateforme sur laquelle vous écoutez notre podcast. Cela prend littéralement quelques secondes de votre temps et cela nous aide énormément pour le référencement. De la même manière, nous sommes un média totalement indépendant qui avons besoin de votre soutien. Donc si vous aimez ce que l'on propose, vous pouvez rejoindre la communauté Patreon pour seulement 5 € par mois, ce qui est résiliable à tout moment, et bénéficier de contenus exclusifs, ainsi que l'accès aux nouveaux épisodes en avant-première. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Je vous remercie d'avance et je vous laisse continuer l'écoute.
Et comment tu t'es projeté toi là-dedans? C'est-à-dire que tu lis ce livre, tu découvres la vie de ce Marchand. comment? Pardon? De ce marchand. De ce marchand, mais aussi curateur et qui est un passeur un petit peu, et quelqu'un qui explique peut-être des choses au grand public ou qui passe un message. Est-ce que tout de suite tu t'es dit ok, moi ce serait ce rôle-là que j'aimerais porter, c'est ce que j'aimerais faire comme lui, mais dans un mode qui est plus moderne, puisque il faut que je fasse ça dans mon monde à moi et dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça que tu as voulu faire tout de suite ou pas? Je pense, au moins en partie. Après, je me souviens plus trop de ce que j'avais dans la tête à l'époque, pour être honnête. Mais oui, ça c'était un rêve. Ouais, certainement. Mais c'est un peu le chemin que tu as suivi après, parce que là, si on part déjà de ta situation où tu étais quand tu découvres ce livre et tout, tu es là en train d'ouvrir une galerie déjà, tu es déjà dans ce rôle de passeur. Après, il t'a ouvert, j'ai l'impression, sur le fait que, ok, ce que je suis en train de voir en tant que graffiti et tout, on peut reproduire le même schéma, à se dire que c'est un autoportrait à travers leur nom. Ils montrent un autoportrait, tu avais tout de suite, tu as analysé ce mouvement artistique via ta lecture de ce livre. Ouais, c'est certainement. Et puis voilà, c'est ce moment justement où je me suis dit, on parle de direction artistique, tout ça, c'est ce moment où je me suis dit, pour la première fois de ma vie, je pense, j'ai confiance en ce que je pense, en mon regard, et je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être le meilleur, ou il n'y a pas besoin d'avoir la vision absolue, ça n'existe pas. Par contre, moi, ce que je ressens et ce que j'ai envie de partager, je suis confiant là-dessus, quoi. J'ai envie de le dire et j'ai envie de le penser. Et après, voilà, ça n'empêche pas d'échanger, de faire évoluer sa pensée et tout, même si là-dessus, c'est resté assez identique, quoi. Mais ouais, Mais c'est quand même un petit peu étonnant, tu vois. C'est pas un reproche que je te fais, mais c'est une question que je me fais à moi-même. Comment tu pouvais être si confiant en ta vision, tu vois, alors que tu commençais dans ce business, tu vois ce que je veux dire, qu'a priori tu n'avais pas des connaissances énormes en art général, tu vois, l'histoire de l'art ou quoi que ce soit, tu as été marqué par un livre, tu sens en toi qu'il faut que tu montes cette galerie, que c'est un rôle que tu as envie de porter, et tout de suite tu me dis j'ai confiance en ma vision, confiance en mon regard, et comment elle est venue cette confiance là comme ça? C'est un signe, comme on disait là au début, c'est des signes que tu... Ouais, c'est la confiance d'être à sa place déjà. Après, quand je dis la confiance, c'est la confiance dans le point de départ en tout cas, pas forcément. J'étais pas arrivé, et je le serai jamais, et je veux pas l'être, mais en tout cas confiance dans un point de départ où on se dit voilà, là, sur ce chemin. T'as trouvé ta voie, quoi. T'as trouvé ta voie. Je suis content de pouvoir m'exprimer et continuer à partager, alors pas avec les puristes, hein, parce que déjà je connaissais pas. Bon, j'observais l'art quand même depuis un certain temps, et plein d'artistes, hein, c'était pas le début en tant qu'observateur, mais du tout, mais en tant qu'acteur, j'étais pas un grand acteur de toute façon, c'est pas à pas, hein, tout ça, c'est juste cette idée de prendre du plaisir et d'être sur son chemin. Après Urban Art Fair par exemple, c'est venu c'est venu comme ça, hein, c'est venu un peu après, enfin c'est pas venu avec une grande stratégie, c'est venu avec des rencontres et avec l'envie de réunir, surtout sachant bien que dans ces cas-là, que j'arrivais après, pas après la guerre, parce qu'il n'y a pas de guerre, sauf une guerre de style peut-être, mais j'ai jamais pensé que j'allais réinventer quoi que ce soit, mais plutôt avoir la chance de faire partie d'un tout et de faire quelque chose à l'intérieur de tout ça, quoi, à ma façon. Non, je comprends. Je comprends aussi surtout que finalement tu te fais plaisir à faire un truc que tu sens qui est pour toi, alors peut-être que tu avais passé avant des années où tu sentais justement, comme on l'a dit, de certaines frustrations, et c'est enfin tu trouves ta voie à travers cette activité peut-être. Bah oui, et pour revenir à la musique, moi ce qui m'avait moins plu, et c'est pas le cas partout dans la musique du tout, surtout aujourd'hui avec les productions indépendantes et tout, mais c'est dans une major comme ça, il y a tellement d'intervenants pour produire quelque chose,
On va prendre telle personne pour le clip, telle personne pour faire l'auteur, telle personne pour, je sais pas, pour une collab. Et puis il y a les marketing, il y a le truc. Bien sûr. Enfin voilà, moi ça me parlait pas du tout. J'aime bien que la création, c'est mon truc, hein, qu'elle soit à 360 via les artistes au max, quoi. Parce que je pense que même la communication, enfin, sauf quand on s'entoure de gens qui en ont confiance, qui font partie de notre univers, mais laisser trop le choix à d'autres de décider, d'avoir un rôle important dans notre art, quoi, dans la façon dont il va être dévoilé. Moi, ça m'a pas trop plu, et quand je suis arrivé, notamment avec cet artiste No Art, et que le troisième jour j'arrive, je vois un monstre bleu qui crie derrière, je lui demande ce que c'est et tout, il me dit j'avais une rage dedans hier soir, j'ai fait ça, c'était des soupapes, et j'avais rapidement des toiles entre les mains que j'accrochais, et puis il m'avait raconté pourquoi elles existaient, ces toiles, et c'était moi qui les accrochais. Enfin, c'était beaucoup plus direct, et je faisais partie de quelque chose, quoi. Ouais, Ah, mais c'est totalement compréhensible. Justement, tu es passé d'un côté du spectre à un autre, beaucoup plus de chaque côté du spectre, en gros, parce que effectivement, comme tu l'as dit, dans le taf que tu fais, t'as tellement d'intervenants que tu perds l'essence du truc, et là tu étais directement avec l'intervenant qui est donc l'artiste, et t'arrivais à comprendre à la source ce qu'il était en train de te dire, et comme ça j'imagine que tu pouvais toi-même transmettre ça plus facilement. voilà. Ok, et donc, par contre, tu découvres le métier de galeriste, puisque là, tu ouvres ta galerie, tu nous parles de cette première expo qui est donc Art No, No Art, pardon. et comment se passe... Il y avait d'autres Pardon? artistes. Il y avait d'autres artistes avec lui. Il y en avait 5. Il y avait Tourodé, que tu connais, François, peut-être. Tourodé. Et FKDL, Grégos, moi je crois que c'était tout, c'était tous les 4. Mais Tourodé, c'était un. Ah oui, tout rodé, ok, ouais, je connais. Pour Ouais, ouais. No Art, ils ont peint notamment beaucoup dans les usines de Saint-Ouen, etc. Et c'est vrai que, par exemple, No Art, pour revenir à Van Gogh, il avait fait toute une installation, toute une peinture quand elles ont été détruites. Et c'était 100 ans après que Van Gogh les ait et peint ces usines. Voilà. Bref. Ouais, non, mais je comprends ce que tu es en train de dire. Ok, on a compris. Donc il y avait toujours ce lien avec Van Gogh qui était omniprésent, quoi. Ouais. Et toi, comment se passe cette transition de galeriste? C'est-à-dire que galeriste, ok, tu nous as parlé du côté artistique, de ton attachement aux artistes, de comprendre ce qu'ils te donnaient directement, mais après, derrière, pour vivre, il faut les vendre, ces toiles. Et comment s'est passée cette nouvelle phase du travail de vente, du travail de se faire des contacts, de se faire une clientèle Parle-nous un peu de ça, le côté business justement de ça. Je vais être. C'est assez simple en réalité parce que ça n'a pas duré si longtemps, ça a duré quasiment un an, même pas. Parce que je m'en sortais pas, on va dire financièrement. Et puis parfois, les plus belles œuvres, tu as envie de les garder aussi. Donc quand tu en vends 2-3 et puis tu en gardes une que tu achètes à l'artiste, ça marche pas trop comme business model. Donc comment j'ai fait mon réseau? Alors, il y a déjà une grosse communauté à Paris de gens qui suivent les artistes, le graffiti ou le street art. Et donc au début ils sont venus un peu naturellement, et puis les amis, et puis tu fais des mails et des newsletters et des choses comme ça. Et puis après ça s'essouffle un peu, et puis ça s'essouffle notamment parce que j'avais pas un scope assez large de ce que pouvait être ma vision. C'est juste un coup de cœur sur un artiste, 2-3, et puis après après il faut. Après voilà, j'étais pas assez solide du tout. Si je montais une gamme demain, ce serait différent, mais j'aurais pas non plus de vision. Peut-être mon but c'est peut-être d'en avoir une quand je serai vieux, on verra. Mais donc ça s'est essoufflé tout simplement, et j'ai travaillé pour des galeries aussi à ce moment-là. Ok. Pour Galerie W qui était à Montmartre à côté de chez moi notamment, et j'ai travaillé je sais pas 6 mois, un peu plus. Voilà, et puis j'avais tenu une de leurs galeries qui était avenue Matignon, mais sans expérience d'ailleurs. Après j'ai postulé un peu ailleurs dans des grosses galeries, mais j'ai pas été pris. J'étais allé au bout, c'était des gros processus, des galeries un peu connues aujourd'hui, sur la place de Paris, mais je sais même pas comment j'ai pu aller sans expérience quasiment au bout du processus de sélection, mais
Au final, j'avais pas été pris, et là, je rencontre enfin, je fais des expositions hors les murs, on va dire, et notamment, il y en avait une avec Coolcore, qui est un artiste issu du Bronx, Bien sûr. première génération, que j'adore, qui m'a marqué aussi, à plein d'égards. Pareil, hein, lui, donc oui, il devient artiste, mais il va faire des études à Milan d'architecture, alors qu'il vient du Bronx. Il parle l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est le stratège tranquille. Cool corps et voilà, et puis avec lui on fait une exposition, je lui propose une exposition à l'hôtel Marignan, je sais plus comment je les avais contactés, en prospectant, quoi, on va dire. Joli hôtel à côté d'Arcurial, là, de Champs-Élysées. On fait une exposition, on fait un talk, etc. Avec Arnaud Olivet aussi d'Arcurial, que j'avais contacté comme ça, on se connaissait pas. Et puis là, j'ai un mec que j'avais croisé en soirée, qui est devenu un de mes associés, Benjamin, si tu m'écoutes, et qui lui, du coup, m'a suivi et tout. Et lui, avec deux autres de ses associés, qui sont les miens aujourd'hui, travaillaient beaucoup pour les foires d'art, et notamment pour la FIAC et pour les musées, plein de choses, sur de la vidéo, de la production de visites virtuelles, site web, plein de trucs. Donc eux, ils connaissaient super bien cet environnement, ils étaient complètement implantés là-dedans. Et donc du coup, ils m'ont un peu suivi, et on s'est vu, revu, en se disant, est-ce qu'on ferait pas quelque chose ensemble? Moi, je cherche un travail, hein, parce que j'avais besoin, mais de fil en aiguille, moi j'ai décidé de prendre encore un risque et de monter une boîte avec eux, en se disant, pas on fait une foire et tout, du tout, mais en se disant, on va travailler avec des artistes et peut-être des marques, peut-être des hôtels, essayer de faire des expos comme ça, à droite à gauche, de créer des liens entre plein de choses. Et de fil en aiguille, à force que je leur parle de toutes ces galeries là que j'adorais, ces artistes, etc., que moi j'admirais, mais personne ne me connaissait, mais pas une seule personne, je pense. Et on s'est dit, en fait, c'est vrai que c'est con, il y a pas de salon qui réunit toutes ces galeries en un même événement. Et, de là, eux, ils étaient assez potes avec Nicolas Logereau-Lasserre, que tu dois connaître, qui dirigeait l'espace Pierre Cardin à l'époque. Et on va le voir, on lui dit, on savait que ça allait appartenir à la ville juste après, ça devenait théâtre de la ville, donc c'était fini. Et on s'est dit, pourquoi on ferait pas une sorte de demolition party, où on invite plein d'artistes, ou des galeries, et on fait une expo, voilà. Et puis donc du coup, ils étaient motivés. Je réserve. Et j'apporte mon chèque d'acompte, qui était 3 000 €, un truc comme ça. Donc moi on n'avait pas de sous, enfin on n'a rien mis dans la boîte, on n'avait pas de sous personnels et tout, et je sais pas où on les trouve, et au final on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait une soirée, c'était la Flash Cocotte ou un truc comme ça, des soirées historiques de l'espace Pierre Cardin qui finalement étaient prévues, et puis de là, quand j'ai su, alors que moi je commençais à me faire mon projet dans la tête et tout, qu'on n'allait pas le faire là-bas, j'ai écrit le lendemain au Palais de Tokyo, au Carreau du Temple, et je sais plus trop où. Et Alexandre Sor, qui était au Carreau du Temple, qui gérait les projets à l'époque, me rappelle direct. Il me dit, ça m'intéresse, je suis à l'aéroport, je peux pas te parler longtemps, je vais prendre l'avion, mais il faut qu'on se rappelle lundi. Et on se rappelle lundi, je vais là-bas, on regarde un peu combien ça coûte, le business model et tout ça, parce que ça coûte cher, hein. Là, d'un coup, tu mets la charrue avant les bœufs, quoi, clairement. C'est un peu le concept de l'événementiel aussi, mais c'est plus du tout la même envergure. Et on se dit, vas-y, on essaye, parce que je vais contacter les galeries. Je sais qu'ils contactaient, en soi, ça c'était pas un souci, mais encore faut-il qu'ils répondent et que ça leur dise quelque chose. Et puis voilà, on a un peu au forceps comme ça, j'ai insisté, j'ai rappelé, je suis allé rencontrer plein de gens. Et au fur et à mesure, en fait, en créant tout ça, en créant Urban Art Fair, je découvre aussi plein d'artistes, et je renforce ma connaissance du milieu. Donc c'est venu un peu comme ça, pas à pas, et pas à pas, pardon. Et voilà, en gros, ça s'est fait comme ça. Ouais, donc tu as mis quand même un pied dans la porte pour pouvoir rentrer dans ce truc-là. Moi, j'aimerais rentrer dans les détails par rapport à ça, parce que donc, tu as donc le directeur du Carreau du Temple qui te dit, ok, je suis intéressé par ce truc-là. Comment, toi,
t'as des artistes qui sont là, tu connais un peu des gens et tout, mais il n'y a pas énormément non plus, t'as pas tout ce volume quand même pour remplir ce lieu et pour créer ce lieu. Ça se passe quand tu le rencontres? Ça doit être 2015, donc c'est avril 2016, donc ça doit être 2015, j'ai plus la date, mais on va dire, allez, potentiellement. Je sais qu'on l'a monté en 6 mois, mais ça devait être octobre, novembre, un truc comme ça. Donc en 6 mois, tu te dis, bon ben voilà, on monte ce projet. Comment ça se passe concrètement? Parce que le mec te fait confiance pour avoir le lieu. Dis-moi un peu justement le business model et explique-nous comment ça fonctionne, comment une foire fonctionne, quel est le but pour les gens qui ne connaissent pas forcément comment fonctionne une foire. Alors, il y a tellement de choses. Là, on est en plein milieu, donc mon cerveau part dans tous les détails. Mais si je dois faire la big picture, on va dire, comment ça fonctionne, un événement, de toute façon, c'est un lieu, une date. Donc il faut la bloquer déjà, donc ça veut dire mettre un acompte. Sinon, c'est ça. Sinon, comment ça s'est passé ça d'ailleurs, cet acompte? Parce que j'imagine que ça commence à faire des prix assez importants. C'est pas les mêmes prix d'acompte qu'aujourd'hui. Je sais pas, à l'époque il m'avait demandé 5 000 €. Ah ouais, je suis arrivé facile. Avec tous les fonds de poche, avec 4 200, un truc comme ça. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit tu repars avec ça, j'en veux pas, tu reviens avec 5 000. Et donc j'ai attendu un peu de retrouver un peu. Je suis revenu à 5 000, j'ai bloqué le carreau du temple et après il y avait d'autres échéances, bien sûr, rapidement. Mais le business model, le business model d'une foire, c'est on a beaucoup de charges. Les charges, c'est quoi? C'est la location du lieu, c'est toute la production, donc les stands, pas mal d'autres choses de scénographie, c'est la communication, c'est les ressources humaines, les gens qui travaillent. Alors nous, on se payait pas, évidemment, tant que ça n'avait pas lieu, on pouvait pas se payer. C'est après des partenaires, des choses comme ça, mais alors ça, on n'a pas vraiment de gros sponsorship, voire pas du tout, et toujours. D'ailleurs, si quelqu'un nous écoute, non. Ah bah s'ils nous écoutent, ils peuvent aussi nous sponsoriser à nous, tant qu'à faire. On a but lucratif, donc déjà on va pas prendre des subventions, des trucs comme ça, c'est pas possible, évidemment, et c'est logique. Mais puis les gros partenaires, il faut les convaincre un peu année après année, mais on fonctionne très bien tout seul aussi. Donc le business model, c'est toutes ces charges que je viens de citer, et c'est après les exposants qui nous payent des stands, donc c'est des prix au mètre carré, on va dire, et puis des tickets d'entrée. Mais ça, on pouvait pas du tout savoir ce que ça allait représenter. J'avais eu des conseils de Romain Tichit qui nous a quittés, qui était le directeur de la foire IA, Young International Artist, qui était une des premières foires au Carreau du Temple avec Droïna. Je sais plus laquelle était en premier, qui m'avait dit tu feras tant de billetterie, donc quasiment rien, et donc il faut pas le mettre dans ton business model. Ah carrément, ok. Ouais. Aujourd'hui, quel est le pourcentage des revenus sur les entrées et sur les stands? C'est quoi à peu près? Alors le pourcentage, je dirais, attends, je fais un peu de maths. En gros, on n'a pas besoin d'avoir ton... un huitième à peu près de billetterie. Et donc 7/8. Donc, pardon, on va dire 12%, 13% de billetterie, et le reste, c'est les exposants qui nous le payent. D'accord. Donc, quand même, c'est assez bien par rapport à ce qu'il te disait, justement, par rapport à la billetterie. Ça a été un succès, ce côté-là, quand même, les spectateurs. Ça a été un succès, surtout la première année, c'était la plus importante en fréquentation, parce que la première édition aussi, c'est tout nouveau, et puis il y a une communauté à Paris de fou. Je pense pas qu'on ait spécialement bien fait la com ou quelque chose comme ça, parce qu'on était pas super pro encore, et aujourd'hui on fait beaucoup plus attention aux détails, on sait un peu mieux comment ça fonctionne, et on s'entoure un peu mieux aussi, depuis 2 ans d'ailleurs, avec une agence avec Mélanie, notre RP qui est géniale, et donc non, c'est surtout aussi la communauté autour, franchement je remercie, moi mon travail, c'est grâce à la communauté, aux gens qui ont suivi tout ça et qui sont venus nous voir, quoi. Mais c'est qui la communauté, justement? Quand tu parles de communauté, c'est qui? Tous les fans de street art, qui sont des passionnés d'art, qui ont découvert, comme moi, leur vocation artistique grâce à l'art dans la rue aussi, et à tout ça, quoi. Ça a ouvert des portes, ça ouvre les portes vers l'art à beaucoup de gens, et
Et donc ouais, c'est ceux qui suivent, les photographes, les collectionneurs, mais comme tout marché un peu émergent aussi, ou art émergent, il y a toujours aussi pour certains des bonnes affaires à faire, des choses comme ça, ou des artistes qui les passionnent, ou aussi des artistes qui sont un peu des stars quand même, l'air de rien, parce que tu les vois dans la rue, tu vois des grands murs, tu les vois sur Instagram, enfin à l'époque je sais plus si on utilisait beaucoup Instagram, mais c'est des gens, c'est un peu des stars en fait, ils sont visibles par tous. Dans l'art contemporain, enfin, on connaît pas grand monde, à part quelques noms. Tu demandes à n'importe qui, ils connaissent pas, mais tout le monde connaît Banksy, tout le monde connaît voilà, certains artistes, JR, nanana. Bon, dans le graffiti, voilà, je reprends de mode tout, parce que moi, je suis absolument fan, mais ouais, c'est un peu un des kings. Mais ouais, en fait, c'est des gens que d'un coup, tu dis, en fait, ils vont être là, je vais pouvoir leur parler, parce que c'est un marché de niche aussi, donc les gens, les artistes sont là, et ils sont aussi ensemble, ils viennent voir les potes, les autres potes artistes, enfin, tout ça, tu connais. Ok, c'est dans ce sens-là, très bien. Donc, pour revenir vraiment à ce que c'est, donc, tu as des booths, tu as des stands, ce sont des galeries donc, qui louent ces booths et qui font chacun une exposition ou qui exposent leurs artistes. Comment ça se passe en termes d'exposition? Alors, plus le temps passe, plus on regarde et tout ce qui va être exposé. C'est-à-dire que on essaie de mettre l'accent aussi sur des solo shows, c'est-à-dire présenter qu'un seul artiste. Pas tout le temps, parce que c'est important de présenter les artistes avec qui tu travailles toute l'année pour leur faire plaisir, pour montrer aussi l'étendue des gens avec qui tu travailles quand tu es une galerie. Mais en même temps, on aime bien aussi, déjà, je pense qu'il faut laisser respirer les artistes. Il n'y a pas besoin qu'ils soient là tous les ans à montrer leur travail. Ils ont besoin pas que du marché, mais ils ont besoin d'aller faire d'autres choses, d'aller montrer leur travail autre part aussi, même sur d'autres salons à l'étranger, pas tout le temps à Urban Art Fair. Il faut respirer un peu. Mais nous, on essaye aussi d'avoir le plus possible de solo show pour se dire, c'est un artiste l'artiste là, c'est pas quelques œuvres de lui qui vont être sur le stand à côté d'autres artistes, c'est son travail qui va réfléchir avec la galerie, avec nous, totalement un peu plus immersif, parce que on va penser la scénographie à un seul artiste, donc c'est encore différent sur les couleurs, sur plein de choses. Et ça, vous le travaillez ouais. parce que tu disais aussi au tout début que tu étais maintenant aujourd'hui par la force des choses ou parce que tu préfères ça directeur artistique. Comment se passe justement la sélection des galeries qui sont là et quel est ton impact sur justement qui va exposer, comment ça va être fait et tout? Tu mets ta main sur tout? Oui. Ou les galeries justement arrivent et c'est eux qui font leur sauce? Très honnêtement, il y a un peu de tout. C'est ça qui est bien, parce que s'il y avait une règle, ce serait triste. Mais il y a un peu de tout. Mais en tout cas, on regarde tout ce qui se passe. Et parfois, alors, je vais prendre l'exemple de cette année, qui était particulière d'ailleurs, qui va être vraiment chouette. On l'appelle un peu la jungle urbaine cette année, parce que vraiment, on avant des choses très différentes dans le côté pluridisciplinaire, mais j'en reparlerai. Mais cette année, il y a quelques artistes que je voulais présenter qui n'avaient pas forcément de galerie évidente qui pouvaient les présenter. Et il y en a deux, trois pour qui on allait chercher aussi une galerie. En fait, une galerie avec qui ils avaient déjà travaillé principalement, mais voilà. Parfois, c'est pas juste la galerie qui nous propose un artiste, c'est nous qui voulons un artiste et on trouve la galerie, quoi. D'accord. Donc ça dépend un petit peu. Après, il y a des galeries, c'est pas qu'on leur fait confiance et à d'autres pas, mais il y a des galeries, on sait que c'est compliqué d'interagir trop avec. Elles vont nous proposer un truc, on sait que c'est bien, et puis on leur fait confiance dans leur façon de s'exprimer. Et il y en a d'autres, c'est pas qu'on leur fait pas confiance du tout, c'est plus que il y en a avec qui on peut avoir un autre type de dialogue où ça fait aussi partie de notre plaisir un peu plus de rentrer un peu dans la création avec eux, d'appeler aussi les artistes en direct et de se poser des questions entre nous et de voir si on peut aider déjà. Parce que c'est eux qui sont censés avoir le dernier mot, c'est aussi leur espace, etc. Mais quand ils sont sélectionnés, c'est aussi avec un projet. Parfois il est précis, parfois il est pas précis, mais voilà, on s'adapte. Parfois les œuvres elles sont finies d'être créées 2 semaines avant la foire, donc tu peux pas non plus tout savoir. Et puis donc ça c'est des bonnes ou des mauvaises surprises, mais souvent des bonnes. Donc il y a un vrai dialogue qui s'instaure pour créer quand même
une identité à ce qui va être montré. Et ça, vous avez quand même du poids pour pouvoir contrôler ce truc-là. Est-ce que toi, tu as une vision d'ensemble de justement l'identité du lieu via les artistes qui vont être présentés, les galeries qui vont être présentées, ou est-ce que ça reste quand même un petit peu un mix de voilà. Non, carrément. Enfin, le but, en tout cas, puis on fait aussi avec ce qu'on a entre les mains, c'est-à-dire que bien sûr. C'est pas comme si j'avais une baguette magique et que je mettais tout ce que je voulais là où je voulais, mais le fait d'avoir des contraintes aussi, parce que des gens peuvent pas payer le stand, parce que l'artiste s'est blessé, finalement le projet est annulé, parce que plein de trucs. Cette année, on a eu beaucoup de revirements de situation, mais à la fin, c'est un peu ce que je disais au début de notre conversation, j'aime bien le chemin, parce que on rebondit toujours. Ouais, c'est une bonne métaphore aussi, un événement, c'est comment tu prends chaque situation qui se présente à toi pour en faire la meilleure chose possible. Et cette année, quand j'ai perdu quelques plans A, comme on dit, j'ai toujours essayé de remplacer par mieux, par quelque chose qui me fait encore plus plaisir au final et que je suis content de montrer à la fin. Et pour la scénographie générale, pour le coup, ça c'est principalement moi qui vais la réfléchir, que ce soit le dessin des stands ou que il y a les galeries qui proposent un dessin de stand, mais je leur propose souvent aussi. Mais l'agencement général, quelles œuvres on met à l'extérieur, quelles œuvres on met un peu dans le parcours. Et puis parfois vraiment on nous propose et nous on propose aussi. C'est vraiment des échanges. C'est pas mal de hasard aussi dans tout ça. Mais par contre, les choix, c'est quelque chose c'est des moments qu'on va fixer. On va se dire, ça c'est un choix. Parmi les idées qu'on a ou qu'on nous propose, à un moment donné, il faut donner des directions. Il faut essayer de mettre des choses à côté qui font sens ou qui sont totalement à l'opposé, mais pour montrer aussi des univers opposés. Parfois, ouais, tu essayes de trouver un équilibre via tes choix et via les contraintes qui vont s'imposer à toi. Comme quelque part dans toute entreprise, c'est ce qui se passe, quoi. Quand on entreprend un projet, de toute façon, c'est jamais linéaire et c'est jamais comme tu l'avais mis sur le papier. Il faut que tu t'adaptes. Exactement. Et aujourd'hui, c'était dès le départ, parce que quand on repart à cette première édition de 2016, c'est un gros pari que tu fais. Comment réagissent les galeries? Tu arrives tout de suite à avoir assez de galeries qui te font confiance et pour ce nouvel événement et qui signent pour ça? Ouais, voilà, c'est parce que tu arrives de nulle part, tu as 6 mois, comment ça se passe? Comme on est à la fin du podcast et que, je sais pas, mais que tout le monde n'écoutera plus, j'ai envie de dire c'était un peu. Si, alors je vais te contredire. Mon taux de suivi du podcast, ça reste à 90% jusqu'à la fin, donc ne te relâche pas. Ok, magnifique. Non, écoute, j'ai des galeries, on s'entend bien et on travaille pas ensemble cette année, mais on le refera avec Claude Kunetz de Wallworks qui me disait, par exemple, je comprends pas l'intérêt de mettre des artistes de street art dans la rue, dans une foire, pardon. Et c'est vrai que du coup, moi, je lui répondais, pourquoi le mettre dans une galerie dans ce cas-là, etc. Mais bon, ça c'est un peu un joke. Mais après, par exemple, je sais que Agnès B, pour moi, c'était une idole, quelqu'un que j'admirais énormément. Déjà parce que quand j'étais jeune, chaque anniversaire, ma mère m'offrait une chemise Agnès B. J'avais un pote, c'était pareil, c'était un peu notre truc. Et puis voir tout ce qu'elle a fait depuis 83 avec la Galerie du Jour. Et puis une grosse pointure, c'est scandale autour d'elle. Et puis du coup, j'avais un de mes associés qui avait un pote qui était son neveu ou je sais pas trop quoi. Donc tu commences à te faire un peu des idées comment je vais la contacter, nanana. Et au final, ça s'est fait assez cool avec elle, par exemple. C'est que ce que j'avais bien aimé, c'est que la première édition, elle présente un artiste qu'elle a découvert 6 mois avant dans la rue, c'était Kraken. Et je trouvais que ça reflétait bien l'état d'esprit Agnès B. C'est, je vais me présenter lui que je viens de découvrir dans la rue. Elle a demandé à ses équipes de sourcer l'artiste, c'était Kraken, nanana. Et puis du coup, on faisait partie d'une histoire au présent de la Galerie du Jour, par exemple, d'Agnès B. C'était pas juste on met des vieux trucs et tout. Et c'est pas comme ça qu'elle fonctionne de toute façon. Mais ça, je le savais pas. Et après les autres galeries, c'était galère, c'était galère. Je crois qu'on avait décalé la date d'un mois quand même à un moment parce que ça rentrait pas du tout, c'était un peu la mort. Mais je crois qu'il y a une page pub qu'on avait dû prendre dans Graffiti Art Magazine ou un truc comme ça, qui a fait aussi que les gens se sont dit en fait ça existe vraiment ce truc. Et on a eu 4-5 candidatures juste après, qui a complètement sauvé le game.
Et puis après, en fait, on avait quand même dans la scéno, on était encore jeune, etc. Pour tout faire parfait, mais il y avait quand même plein d'ovnis, plein de super. Enfin, quand je vois avec le recul des choses qu'on a eues à l'époque, c'était quand même vraiment cool. Et chaque année est différente. Faut pas s'endormir, il faut vraiment se remotiver et aller chercher du neuf. Voilà, mais la première année, par exemple, on avait un stand qu'avec des originaux de Banksy. Quand je dis des originaux, c'était des toiles, c'était pas des éditions, quoi. Et, euh, Ok. et ça, par exemple, Télérama, ils ont fait un article dessus. C'était pas le plus beau stand, clairement. C'était un stand carré, 16 mètres carrés, white cube avec des œuvres dessus, pas de mise en scène et tout. Donc c'était pas le truc le plus fou à voir. Mais c'était Banksy, donc du coup, quand tu as un article dans Télérama qui parle que de ça, bah, les gens ils viennent voir Banksy, quoi. Et après ils viennent voir 5 toiles. Bon, je sais pas s'il leur a fait plaisir ou pas, mais voilà. Et oui, ça a attiré les gens. Et est-ce que ça a été un succès alors? Est-ce que tu as pu te rembourser? Est-ce que tu as fait du bénéfice sur cette premier événement? Tout à fait, bah on a eu assez d'argent au final pour pouvoir se payer, alors tout petit salaire, enfin juste moi quasiment, et Marie, que je salue, avec qui je travaille plus, mais on était que deux à la montée, hein, plus mes associés, mais qui intervenaient un peu plus à la marge, qui avaient d'autres métiers. Ouais, on a pu se payer tous les deux jusqu'à un moment, qu'on réencaisse pour l'année d'après, quelques mois avant la deuxième édition, quoi. Quelques acomptes, on va dire, que les gars nous versent. Parce que ça fonctionne comme ça, on a des acomptes, un acompte normalement à la candidature, et après un autre plus tard, et voilà. Bien sûr. Donc on a pu payer. Et pour revenir au business model, vous louez donc les booths aux galeries, et derrière vous ne touchez pas de commission sur les ventes? Non. Ok. Ça, pour dire les choses en toute transparence, ça a pu arriver très à la marge que en général ça arrive une fois tous les ans ou tous les 2 ans qu'il y a un artiste, par exemple l'année dernière il y a une galerie qui m'a annulé 2 semaines avant, et je savais que j'avais un artiste que j'avais envie de montrer qui n'avait pas de galerie, André Berger, je lui dis on a rien gagné, hein, quasiment, mais je sais que les galeries ça leur plaît pas trop que les artistes s'exposent seuls, mais pour le coup si le projet artistique est bon, nous on peut pas prendre des commissions et tout parce que c'est trop compliqué, c'est pas notre métier et tout ça, mais quitte à exposer un artiste parce qu'on a besoin aussi de finalement trouver un projet last minute qui est cool, et c'est le projet, priorité au projet. Si l'artiste est ok pour partager, peu importe les conditions, on dit ok, on a dit ok par exemple l'année dernière, et puis ça s'est fait comme ça. Après lui il avait quelqu'un qui vendait, c'était pas lui qui vendait en direct, donc ça faisait comme une galerie, mais voilà, tout est possible dans la vie. Faut pas être fermé sur les business models et tout. Après c'est plus simple pour nous que ça passe par les galeries, bien sûr, parce que bon avec l'expérience, chaque galerie fonctionne différemment, mais moi je trouve que c'est important d'avoir ces messagers qui sont au milieu, qui comprennent, qui vont aussi libérer les artistes sur leurs paroles, et qui vont leur permettre aussi même s'ils prennent un pourcentage, ils ont beaucoup de frais aussi, c'est eux qui prennent les risques, hein, quand ils payent le stand et tout ça. Bien entendu, bien entendu. Non, moi je remets pas en question l'existence des galeries, parce qu'effectivement ils font un gros travail, on pourrait en parler des heures et tout ça, mais c'est vrai que par exemple cette année j'ai remarqué qu'il y avait un artiste notamment que j'apprécie, Maxime Drouet, qui est là en tant qu'artiste et pas en tant que galerie. Donc vous faites des fois des exceptions. Par exemple pour lui, quelle était l'exception? De quelle manière? Est-ce que c'était justement parce que voilà, c'est l'occasion qui fait, ou est-ce que c'était une démarche plus profonde sur ok, peut-être que dans le futur on s'ouvrira plus sur des artistes, moins sur des galeries? C'est quoi l'idée? Non, le futur c'est toujours les galeries, mais Maxime c'est un cas particulier. Déjà on en avait parlé à l'édition de l'année dernière, et sur le salon. J'adore personnellement Maxime comme humain. Son travail il est vraiment ouf, et pareil lui, tu vois, on parlait de chapelle, il fait du vandalisme, et derrière ça devient une chapelle avec la lumière. Il y a tellement de métaphores, c'est vraiment de l'art contemporain. Ce qu'il fait, c'est dingo, tout en étant du vandalisme, dans un sens et tout. Je peux pas ne pas me montrer Maxime Drouet si lui a envie de faire un beau projet, c'est évident. Donc ça, je sacrifie tout ce qu'on pourra me dire par rapport à ça. Et c'est vrai que ça a pas plu un petit peu, on va dire. C'est pas que ça a pas plu, mais ça a questionné, de se dire c'est pas bien de présenter un artiste tout seul et tout. Mais l'idée dans tout ça, c'est
bon, Maxime son projet en fait paye en stand, hein, il n'y a pas de pourcentage, tout ça, pour dire les choses très simplement, comme les autres galeries. Il a quelqu'un qui le représente aussi sur le stand pour les ventes, donc le format c'est le même, et le stand c'est un nom de projet, ça s'appelle La Vie des Rails, et c'est pas Maxime Drouet, et Maxime Drouet est en solo show, voilà, mais c'est La Vie des Rails, c'est un projet. Effectivement, c'est un cas particulier, tu fais bien de le dire, ça existe aussi cette année, mais bon, je ne me pose même pas la question de si ça doit être là ou pas, c'est évidemment super fier de présenter Maxime. C'est un coup de cœur que vous mettez en avant et c'est pas pour ça que c'est un système qui change. Exactement. Ok. Et oui, j'invite les gens à aller voir parce que moi j'ai un lien particulier avec lui et j'ai pu voir ce qu'il va vous présenter. C'est du lourd, donc ça vaut le coup que vous soyez là. Ensuite, est-ce que, parce que là ça a évolué chaque année, comme tu as dit, t'as ramené un peu plus. Vous avez pu monter d'autres projets annexes, est-à-dire Ouais. à l'étranger, par exemple. Je crois que j'ai entendu parler qu'il y avait eu à New York et tout. En 2017, on avait fait, on est à New York. Alors, on avait un peu senti, enfin, c'était un peu, on avait pris un peu trop d'élan, on allait un peu vite peut-être. Alors, en 2016, on fait Urban Art Fair, ça se passe très bien. Et pour tout te dire, l'année d'après, on prévoit, parce qu'on a envie de conquérir le monde, hein, un peu, on se pensait un peu les New Kids on the Block, comme on dit. Et puis, on s'est dit, bah, New York, c'est logique, quoi. C'est un peu la mecque du graffiti aussi, et c'est important d'être là-bas. Et puis, il y a pas de foire et tout. Et donc, on regarde comment on peut s'entourer là-bas. Je fais quelques allers-retours. Je trouve un lieu qui est ouf. C'était le Spring Studio. Et là-bas, on a fait un truc vraiment magnifique. Je pense, mais on n'a pas eu assez de monde qui est venu nous voir aussi parce que malgré des rendez-vous avec le siège de JC Déco, avec des pierres qui étaient bien, et tout ça, peut-être qu'on avait mal choisi la date. On a trop investi aussi, donc c'était pas super évident. Par contre, voilà, il y avait Patty Astor qui était quand même la première galerie. Alors il y avait la Fashion Moda dans le Bronx, mais Patty Astor en 81, 85 à East Village. Fun Gallery. Galerie. Et donc là, elle est venue quand même. Elle a fait la Fun Gallery à Urban Art Fair. On lui a produit son petit livre, etc. Qu'elle a lu et tout, et qui finit d'ailleurs par At the end, it was just for fun. Et ça met des frissons quand elle te raconte tout ça. Et elle arrivait, il lui manquait quasiment toutes les heures de ce qu'elle m'avait annoncé. Donc c'était pas ouf. Et au final, elle a appelé les anciens à New York et ils sont tous arrivés avec des toiles. Et c'était sympa aussi. Donc ça nous a mis en gros stress, mais c'est sympa de vivre ça aussi. Fab Five Freddy qui arrive avec une toile. Enfin bref, voilà. Et qui me propose d'aller voir son atelier. Enfin, je sais que c'est assez rare et tout avec lui, mais j'avais pas pu parce que j'étais trop dans le jus. Et bref, donc New York. Il y avait Moscou aussi parce que ma femme est russe. Et enfin française aussi d'ailleurs, mais et que c'était avant la guerre et tout ça, et j'avais pas pris la mesure aussi de comment ça pouvait être à ce point-là là-bas. Et moi je voyais juste, il y avait une fille, j'étais allé en vacances et quand je pars jamais en vacances sans aller rencontrer des gens, et j'avais rencontré Sabina Chagina qui était un peu Madame Street Art à Moscou, qui avait fait venir tous les fat artistes là-bas pour faire des projets, et qui a les cheveux verts, qui est super stylé et super fun et super pro. Et donc on a commencé à monter le projet de la foire là-bas, ça avançait super bien, j'avais payé la compte et machin. C'était dans un lieu qui s'appelle Vinzavod, c'est ancienne distillerie, donc il y avait 7 factories un peu, qui était devenu un village d'art un petit peu. Ouais, je connais, j'ai pas en là-bas. Ah, voilà. Et donc on était trop contents, quoi, dans de super bonnes conditions, en plus bien accueillis et tout. Eux ils s'occupaient de la soirée, des RP, des trucs, enfin parfait pour nous parce qu'on n'est pas capable de faire tout ça à l'étranger, c'est trop compliqué. Bien sûr. Et donc il faut être bien entouré, c'est une collaboration. Et puis voilà, il y a eu la guerre et là c'est mort maintenant pendant très longtemps. On verra dans 15 ans si on y va avec le champagne. Espérons que ça sera avant, on sait jamais. Mais ouais, c'est pas dans la bonne direction en tout cas. Et vous avez d'autres objectifs pour l'étranger ou pour le moment vous refocus sur Paris? Pas tout de suite, j'avoue. Alors, pour la petite histoire aussi, moi je travaille du coup. On a monté de petits événements aussi de temps en temps, Urban Influence, on voulait faire un peu le lien de toute la culture urbaine, un peu plus 360 avec de la musique, avec customisation, avec des marques. Ça, c'était cool, mais ça n'a pas super pris. Et donc, nous, notre idée, ça a été aussi d'essayer de travailler un peu pour d'autres.
pour étoffer un peu notre jeu. Et donc moi j'organise, avec mes équipes, on est 2, 3, 4 selon, mais on organise aussi des salons pour d'autres en fait, des salons un peu de niche aussi, notamment Asiana l'année dernière, donc à la Monnaie de Paris qui est en gros morceau, Aka, qui est salon d'art africain contemporain au Carreau du Temple. Cette année, Menard Fair, donc Middle East, North Africa, donc elle sera 100% femmes arabes, donc assez stylé. Et Mirac, une nouvelle foire sur l'Amérique latine, à la Maison de l'Amérique latine. Des trucs comme ça, donc ça occupe un peu le temps déjà. Ok, donc vous vendez votre expertise maintenant pour d'autres types de foires, peu importe le mouvement artistique. Ouais, je dirais peu importe, c'est ça. Mais je sais pas combien de temps on fera ça, si on va développer ça à fond et tout, parce que c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est déjà un premier temps pour découvrir d'autres arts en fait. Bref, si vous faire la liaison, mais pour découvrir d'autres univers artistiques que je connais moins ou que je connais pas. Et ça, c'est toujours très cool d'être de l'intérieur, d'être avec les artistes, les galeries, de pouvoir, même si c'est de la technique aussi, beaucoup de l'organisation, de la production et tout. Mais quand tu es au cœur un peu du réacteur, ça permet de découvrir vraiment beaucoup plus les choses. Et donc ça nous forme aussi, ça nous permet de voir d'autres besoins que les clients du coup ont, et d'avoir d'autres prestataires, d'autres imprimeurs, d'autres solutions pour accrocher, d'autres cloisons, plein de choses. Et c'est quoi d'ailleurs toi ton modèle de foire, parce que j'imagine que tu as dû maintenant voyager, essayer de voir ce qui se faisait autour du monde. Quel est ton modèle, toi, le truc que tu aimerais atteindre en termes d'ampleur, de qualité, voilà. Je vais être très honnête, je voyage pas tant que ça. D'accord. À part pour des projets, par exemple, je fais une petite parenthèse parce que ça me tient à cœur. Ils seront là cette année à Montgomery en Alabama, qui est un peu le début des droits civiques des Noirs américains, même totalement, avec Martin Luther King. Et j'ai une amie, Sophie, que j'embrasse, qui a monté ce projet-là avec sa cousine pour mettre de l'art à Montgomery, mais le faire avec les gens sur place, et notamment King Canvas, qui est un peu le papa de l'art là-bas et du graffiti, qui fait vivre un peu tout l'écosystème, et qui vient pour une conférence. On est allé l'année dernière avec John Wan faire un mur qui était vraiment magnifique, qui s'appelle DNA, l'ADN, qui pourrait amener vraiment du contemporain aussi. Et tout le monde a travaillé sur ce mur, et de la danse, il y a eu plein de rencontres avec les écoles et tout. Mais bref, donc il y a des petits voyages comme ça, mais pas spécialement pour aller voir les autres salons, etc. Et mon modèle, écoute, au début, il y avait un peu le côté ComplexCon à Los Angeles, ce truc de super show-off et tout. Mais en fait, moi, mon modèle, je peux rester pour Urban Art Fair avec 40 galeries comme ça, où on a le temps de travailler, où on prend bien le temps toute l'année de façon de plus en plus qualitative, j'espère, d'affiner notre regard, notre compréhension, d'être un acteur aussi, de poser des questions. Par exemple, cette année, on a des conférences, et il y a un des thèmes évident parce que c'était l'année dernière, mais 50 ans du hip-hop. Quel héritage, avec François Gautret de Hairstyle, etc. Tu dois le connaître. Bien sûr. Et ses invités. Derrière, on fait une conférence où on invite tous les. Il y a des films et tout, une conférence qui s'appelle L'art urbain dans 50 ans. Et avec les artistes et les galeries de la foire, qui veut, un peu en jam, quoi, on va dire. Il y aura peut-être 1 ou 2 personnes pour tenir le truc, mais j'ai envie que ça soit un peu en sit and go, un peu dans l'énergie, pour que les gens viennent délivrer un peu une vision de ce qu'ils pensent, comment ils envisagent l'art dans le futur, l'urbain. Est-ce qu'ils vont parler d'archivage? Est-ce qu'ils vont parler des institutions? Ou est-ce que, moi j'ai un sujet que j'aimerais bien amener, c'est tout ce qui est un peu les fresques organisées dans la ville, on va dire, institutionnelles, ou je sais pas, avec des assos, trucs légaux, les fresques du muralisme, quoi. Que ce soit peut-être des votes de proximité, des gens qui habitent dans le quartier, des choses comme ça. Moi, ça me tient un peu à cœur, ça, parce que je trouve que c'est difficile à faire en politique, les votes de proximité. Dans des écoles, c'est difficile de pas avoir la même règle partout en France, ou des choses comme ça. Mais par exemple, pour des murs à côté de là où tu habites, je trouve que c'est cool de pouvoir voter sur des artistes ou des œuvres. Alors, la question, c'est qui? C'est vrai que j'avais entendu un petit peu cette voix de gens qui disaient, voilà,
on m'impose un mural sur mon immeuble, ou même pas sur mon immeuble, dans mon quartier, et personne m'a demandé mon opinion. Moi, je trouve ça totalement normal quand c'est donc une fresque entre guillemets sauvage ou une activité qui est faite dans l'illégalité. C'est vraiment justement le but, c'est justement d'imposer son art à la population. Mais à partir du moment où c'est payé ou c'est financé par la mairie ou par un particulier, c'est vrai qu'il devrait y avoir un droit de regard. Ça paraît logique qu'il y ait un droit de regard des habitants du quartier sur ce qui va être montré. Ça, c'est quelque chose qui est important à discuter, tu penses ? Ouais, je pense, parce que même une fois que j'ai dit ça, ça suffit pas, parce qu'il faut se dire, ok, droit de regard, mais qui fait la présélection ? Comment elle se fait ? Enfin, il y a toute une chaîne du coup à réfléchir, quoi. Mais en tout cas, moi j'ai pas d'idée très très préconçue là-dessus, mais en tout cas je trouve que c'est important de poser ce genre de débat. Ouais, c'est important d'en discuter. Et tu sais, pareil en termes de discussion, tu étais en train de dire les 50 ans du hip-hop, voilà, on sait le lien avec le graffiti. L'épisode d'avant, j'ai interviewé Blade, qui est donc un des pionniers du graffiti, et qui nous disait que lui et sa génération n'avaient rien à voir avec le hip-hop, et qu'il n'a jamais écouté du hip-hop, qu'il n'a jamais été concerné par le hip-hop, et que le hip-hop n'était pas graffiti. Et sa voix est extrêmement importante, puisqu'il a commencé au tout début des années 70. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir ces discussions-là et de comprendre l'histoire un peu de notre culture, et que c'est pas forcément des trucs établis et des choses qui, voilà, c'est pas marqué dans le marbre, toutes ces choses-là. Ah oui, bah mode, je reprends mode tout. Alors lui, quand il peignait à Londres, je pense qu'il était plus avec des skinheads qu'avec des mecs qui écoutaient du hip-hop, quoi. Mais on parle même pas de la même, tu vois, on parle de 10 ans après, quoi. Ouais. Donc voilà, et le hip-hop était déjà là, mais oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire aussi. La musique qui était liée à cette activité n'a pas forcément été que le hip-hop. Mais ce que peut-être pour terminer, j'aimerais, parce qu'on a beaucoup évoqué. Du moins, tu as évoqué, et c'est vrai que c'est ce lexique qui est quand même, ce vocabulaire qui est important, de dire, tu parles beaucoup d'art urbain, tu as évoqué un peu le street art et le graffiti. J'aimerais avoir, toi, ta définition de ce que tu es en train de montrer aujourd'hui, et de pourquoi utiliser ce terme d'art urbain, et quelle est la différence entre ces trois termes, et qu'est-ce que toi tu préfères utiliser. A priori, c'est plus l'art urbain. Tu veux nous parler un petit peu de ça ? On peut peut-être finir sur ça. Avec plaisir. Alors, écoute, ça sera peut-être évolutif aussi dans ma pensée, mais la base très très simple pour moi. Le graffiti pour moi c'est vraiment lié à l'écriture, bon, marqueur peu importe, mais à l'écriture, au passage de la calligraphie à la typographie aussi, etc. Le street art, comment je le perçois par rapport au regard des autres, finalement, c'est de l'art plutôt pochoir, etc. Mais en réalité, pour moi, si je dois te répondre, c'est étymologiquement, c'est de l'art dans la rue, et ça s'arrête là. J'ai pas envie de dire beaucoup plus que ça, parce que sinon, ça n'a pas de sens, quoi. Et par contre, Ben justement, ça n'a pas de sens, justement, de le street art, c'est de l'art dans la rue, et le graffiti, c'est où ? C'est dans la rue aussi, donc oui. C'est une technique, alors que le street art, il n'y a pas de technique dedans pour moi. Il y a tout. D'accord. Ce que tu veux. C'est ma vision, après. Ah, mais c'est ce que je te demande, ouais, je te demande pas une définition finie, je te demande toi ta définition de tout ça. Et l'art urbain, écoute, pourquoi on s'appelle Urban Art Fair ? La raison, il y en a plusieurs, on va dire. Il y avait les ventes Urban Art aussi chez Arcurial. Je trouvais que c'était un terme assez générique qui marchait bien. Mais aussi, pour être très honnête, je me suis toujours dit, dès le début, que si un jour, à Urban Art Fair, il devait y avoir de l'architecture, ce serait vraiment chouette aussi. Et c'est voir la ville comme une œuvre d'art aussi, qu'elle soit dans la construction, avec des matériaux, que ce soit physique, que ce soit des immeubles, l'architecture ou des installations, des trucs, ou que ce soit en apposant de la peinture, ou que ce soit en grattant, peu importe. Mais je me suis toujours dit que c'était le terme où il y avait le moins de limites à long terme pour faire évoluer tout ça. Voilà. Mais... Ok, il y a donc cette idée de pouvoir ouvrir sur plein de disciplines, et peut-être aussi un aspect marketing par rapport à ça, il faut bien trouver des mots, mais tu te rends compte aussi que le vocabulaire, les mots font
disent quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une vraie signification, et je pense que c'est une bataille aussi qu'on doit mener en termes d'acteurs de ce mouvement-là, pour vraiment définir correctement ce qu'on veut dire par là. Tu vois, on est passé par cette phase de street art qui voulait tout dire et rien dire, et je trouve qu'il y a quand même quelque chose, je sais pas si ça va être le terme générique maintenant va être urban art ou l'art urbain, j'en sais rien, et ça veut dire quelque chose et en même temps ça veut rien dire. C'est juste une sorte, je pense que ça serait intéressant qu'il y ait des discussions un peu plus approfondies sur la signification et les mots qu'on emploie par rapport à notre culture. Mais je trouve que c'est plus joli graffiti que street art pour ma part, mais parce que ça m'évoque quelque chose d'assez précis. Mais c'est vrai que, comme je te disais, pour moi, si je dois être sincère, je me prends pas trop la tête avec ça. Et je pense il faut en parler, et ceux qui l'ont conçu aussi doivent en parler plus que ceux qui viennent après, comme moi aussi et tout ça. Mais pour moi, en tout cas, voilà, le graffiti c'est un style, notamment, et c'est des styles. Le street art, c'est vraiment le fait de faire de l'art dans la rue, peu importe lequel. Et tu sais que c'est aussi une culture qui est liée à certaines, tu vois, il y a aussi une culture qui est liée plus au graffiti, il y a aussi un mode de vie, il y a plein de choses, tu sais, en fait, qui affinent toutes ces définitions. C'est pour ça qu'à chaque fois, et je te jette pas la pierre sur ça, parce que c'est juste compliqué d'exprimer ou de mettre des artistes dans des cases, tu vois, alors que ces cases ne sont pas vraiment définies à la fin. Et oui, bah, moi je suis dans les cases, hein, clairement, mais j'aime pas trop mettre les personnes dans une case. D'ailleurs, pour moi, je dis souvent, je sais pas, mais pour moi, il y a que du cas par cas, quoi. Et ça s'appelle Urban Art Fair et tout, mais quand on travaille avec un projet ou un autre, on travaille avec ce projet, après on travaille avec l'autre, on travaille avec une galerie, après avec une autre, et pareil avec les artistes, et chaque projet est différent. Et c'est vrai qu'on les réunit sous une chapelle qui est Urban Art Fair, mais c'est un point de départ, quoi. Et c'est un point de départ, et parce que voilà, ça présente parfois les liens, ils sont un peu tirés par les cheveux, hein, comment on place la frontière de ce qu'on doit mettre à la foire ou pas. Voilà, c'est un peu au feeling parfois aussi, et c'est aussi des choses qu'on a envie de montrer, qu'on a envie de rattacher. Parfois, ça fait moins. Il y a des choses qui font plus sens, qui sont plus lisibles, on va dire. Pourquoi certains artistes qui font un peu, voilà, du maquettisme ou des trucs un peu abstraits et tout, pourquoi c'est des graffitis, pourquoi ils sont là, pourquoi c'est Urban Art Fair et tout. Tu peux dire je pense à Hendrik Chakensky par exemple, tu peux dire que qu'il a été graffeur avant et tout, mais bon, c'est pas ça qu'il montre là. Mais on peut dire aussi que voilà, c'est une vision de la globalisation de la ville, etc. Et puis après c'est le fait aussi, enfin c'est tout un état d'esprit, comme tu dis. Il y a des artistes qui ont l'habitude d'avoir collaboré beaucoup avec d'autres artistes. C'est aussi cet état d'esprit-là qu'on recherche parfois. C'est un peu au cas par cas. Par contre, c'est sûr qu'il y a des artistes qui ont fait le graffiti, enfin, c'est pas à moi de le dire d'ailleurs, mais il y a des artistes qui sont importants, qui ont inspiré, etc. Et au mieux, il faut essayer de rendre hommage déjà, plus que de tout expliquer à leur place. Mais voilà. Ouais, clairement. Écoute, j'invite les gens, donc si ça les intéresse, s'ils sont accrochés à ton discours et à tout ce que tu as pu faire, moi ce que j'ai apprécié c'est justement ton parcours et où tu en es arrivé, voilà, par la force de tes convictions, donc c'est quand même assez chouette. D'ailleurs, quels sont tes prochains objectifs? Même ceux qui sont, tu vois, qui vont arriver là, sur lesquels tu travailles, mais peut-être des trucs que tu rêverais de faire. Quels sont tes buts un peu maintenant? Bah écoute, très honnêtement, j'en ai pas, à part faire une belle édition de la foire d'Urban dans un mois. C'est déjà pas mal. Je suis focus quand même dessus. T'es focus sur ça? Ouais, Okay. pas trop d'être plus tard, c'est plus tard, quoi. Après, je pourrais dire, j'aimerais bien avoir un bel appart et tout ça, mais je suis heureux, j'ai une femme que j'aime, la santé et une belle édition d'Urban Art Fair. Donc le 25 avril jusqu'au 28 avril, et tu nous rappelles le lieu, c'est le Carreau du Temple. Ouais, dans le 3e. Ok. Merci beaucoup Yannick. C'était super cool, merci beaucoup. À plus. Salut. À plus.